Le chiffre du jour, 1 800 000 visiteurs ont assisté à la fête des Lumières qui vient de s'achever. C'est autant que l'édition précédente. Oui, la fréquentation est stable, mais on aurait pu penser que cette année, avec les difficultés que connaissait notre pays, on aurait une régression de la fréquentation. Et ce n'était quand même pas sans inquiétude que nous abordions cette fête. Donc le fait qu'elle se soit bien déroulée, qu'on ait eu une fréquentation aussi importante, c'est quelque chose de très satisfaisant. On n'a pas eu une météo trop compliquée, même s'il a un peu plu. En termes de sécurité et d'accueil, à part des petits incidents samedi après-midi, on a pu tenir la fête et la laisser ouverte samedi soir. On a même gagné un peu en horaire d'ouverture parce qu'on a commencé plus tôt le samedi soir. Il y a eu des files d'attente assez importantes, que ce soit pour le Grand Hôtel-Dieu, que ce soit pour le Musée des Beaux-Arts, que ce soit pour le Parc de la Tête d'Or. Une fête des Lumières qui, quels que soient les événements en France, a encore attiré cette année de nombreux touristes étrangers. On a quand même des chiffres qui sont extrêmement intéressants. 100 000 visiteurs étrangers sur la fête, c'est quand même important. Une petite anecdote, il y a pratiquement plus de Chinois que de Belges qui viennent à la fête. Le nombre de nuitées qui est de 260 000 nuitées, c'est aussi un chiffre qui interpelle. Un dernier chiffre concernant les Lumignons du Cœur, ils ont permis cette année de récolter 84 500 € au profit de l'association lyonnaise Dr Clown qui intervient auprès des enfants malades. Pour déterminer l'impact du changement climatique sur les conditions d'enneigement des domaines skiables de l'Isère, cette étude se base principalement sur 3 points. Pourra-t-on skier en 2050 dans toutes les stations iséroises ? En 2050, la neige sera moins présente et ce moins longtemps, mais elle ne disparaîtra pas. En moyenne, les pires saisons d'enneigement qui ont lieu une année sur 5 aujourd'hui seront plus fréquentes, de l'ordre de une année sur 3. En 2025, 42% des surfaces skiables seront équipées en neige de culture, contre 27 actuellement. On continuera d'avoir des années d'enneigement très défavorables, comme on en a déjà aujourd'hui. Néanmoins, l'enneigement associé à ces années défavorables ne sera pas forcément pire que l'enneigement de ces années défavorables aujourd'hui, à condition d'avoir cette neige de culture telle qu'elle est projetée. Y aura-t-il assez de ressources en eau pour fabriquer cette neige de culture ? Pour 1 hectare de piste, il faut 3000 m3 d'eau par saison. En Isère, à l'horizon 2050, le volume d'eau ne changera pas, mais sera modifié avec plus de pluie et moins de neige. On montre que finalement, on aura a priori aussi assez d'eau dans le futur pour continuer à alimenter ces installations et que le besoin en eau supplémentaire purement induit par le réchauffement climatique reste finalement assez limité, de l'ordre de 15%. En moyenne à l'échelle du département de l'Isère. Les stations iséroises pourront-elles financer les investissements liés à la neige de culture ? Les investissements prévus par les domaines skiables isérois sur les 5 ans à venir s'élèvent à 165 millions d'euros. Sur cette enveloppe, près de 30% sera consacré à la neige de culture, soit 47,7 millions d'euros. On observe aujourd'hui une certaine disparité dans la capacité à investir sur nos stations, qui fait que certaines d'entre elles pourront réaliser ces investissements à court terme. D'autres devront, dans leur stratégie d'investissement, adapter un plan d'investissement à plus long terme qui sera tout simplement en lien avec leur capacité financière. Avec cette étude, le département de l'Isère et ses stations ont tous les éléments pour orienter leur stratégie d'investissement. Pour le moment, aucune des 23 stations iséroises n'est donc condamnée à l'horizon 2050. Alors, vous avez eu un mal de gorge et mal aux oreilles. Ça me lance dans l'oreille gauche. La pharmacienne est à côté de vous ? Oui. Voici peut-être l'avenir de la consultation médicale. Depuis quelques jours, 4 pharmacies lyonnaises proposent ce service de télémédecine. Un patient qui ne peut pas se rendre rapidement chez un docteur peut ainsi le consulter en officine par caméra interposée et avec l'expertise du pharmacien. Pas d'inflammation, pas de gorge rouge. Eh bien écoutez, on va regarder alors ce qui se passe dans l'oreille. La consultation se passe exactement comme chez un médecin classique. C'est-à-dire que le médecin pose les mêmes questions qu'il aurait posées si le patient avait été au sein de son cabinet et le médecin peut demander à voir telle ou telle partie du corps via la caméra. Nous sommes là pour assister le médecin s'il y a une demande particulière
et pour assister aussi le patient. Ce nouveau modèle de consultation permet ainsi d'avoir un diagnostic immédiat dans un cadre sécurisé. L'idée, c'est de pouvoir amener un service parce qu'aujourd'hui, vous prenez, je vais prendre un exemple d'un spécialiste, un dermatologue, il faut 8 mois de délai de rendez-vous. Donc, ce n'est pas un manque de médecins, c'est juste un délai temps qui est très long. Le service propose des cyber-rendez-vous avec des généralistes, des dermatologues ou encore des gynécologues. Des consultations qui coûtent 30 € et qui sont entièrement remboursées. Un matin ordinaire au bloc de la clinique d'Argonnet. L'équipe médicale accueille Monique, une patiente arrivée au petit matin pour son opération, une colectomie qui consiste à retirer une partie du côlon. Si l'opération est fréquente, ses modalités aujourd'hui le sont beaucoup moins. Si tout va bien, Monique, ce soir, dormira chez elle. Une intervention qui est relativement lourde, en tout cas qu'il était il y a encore quelques années. Et en fait, on a simplifié de plus en plus les procédures, on a un petit peu optimisé. Et aussi bien d'un point de vue chirurgical que d'un point de vue anesthésique. Et ce qui fait que dans un processus de réhabilitation précoce, les patients restent de moins en moins longtemps hospitalisés. Et là, en fait, en le poussant un petit peu à l'extrême, c'est le genre d'opération qu'on peut proposer en ambulatoire dans des cas très ciblés. L'intérêt, en fait, aujourd'hui, ce qui est démontré, c'est que les procédures de réhabilitation précoce diminuent les complications et le stress autour de l'intervention. C'est là, on est en train de gonfler le ventre avec du CO2. Pour justement se créer de l'espace à l'intérieur de la cavité abdominale pour pouvoir travailler. De l'anesthésie à l'opération, au suivi médical, le parcours de soins a été adapté pour permettre cette colectomie en ambulatoire, une première dans le département de Haute-Savoie. Le docteur Mariani est le seul à la pratiquer sous cette forme. Celle-ci est sa 3e intervention de ce type. En l'occurrence, j'essaye de travailler à un peu plus basse pression, au niveau pression d'insufflation, pour justement que la récupération soit meilleure. Sinon, habituellement, on travaille à des pressions qui sont un peu plus importantes. Donc, on a un petit peu moins d'espace pour travailler, mais la patiente récupère mieux après l'opération. Depuis plusieurs années déjà, l'établissement s'est positionné sur la réhabilitation précoce. Preuve en est, 12 heures après son arrivée à la clinique, Monique est prête à rentrer chez elle. Vous avez l'air suffisamment en forme, je pense, pour rentrer à la maison. Et puis, de toute manière, comme je vous ai dit, on vous suit de près, demain je vous aurai au téléphone, on fait comme ça. Je me sens bien, là, mieux que tout à l'heure, c'est bon. C'est vrai que je préfère rentrer à la maison finalement. Claire, elle va passer vous voir. Le parcours de soins de Monique ne se termine évidemment pas ce soir. Dès demain, une infirmière viendra lui rendre visite à domicile. Au revoir. Noël approche, Christine Bruel et son équipe travaillent 7 jours sur 7 en ce moment. Le canard étant un produit star des fêtes de fin d'année. Les matins en général, on plume les volailles. Et ensuite l'après-midi, voilà, ça va être la découpe, la cuisine, on peut faire les plats cuisinés, les confits. C'est donc dans ce laboratoire que tout est transformé. Plus de 100 canards sont découpés et élaborés chaque jour. Une période donc charnière pour les producteurs qui réalisent en quelques jours un peu plus de la moitié de leur vente annuelle. Le canard est le produit le plus vendu dans cette ferme. Ça va être par exemple des rôtis de magret qu'on fait, c'est des magrets farcis avec des pommes, des châtaignes, on en fait d'autres à l'orange, aux olives. Voilà, ça c'est des produits qui marchent bien pour Noël. Et ensuite, c'est beaucoup les volailles festives, dinde, chapon, oie. Les clients sont pour la plupart des habitués et viennent rechercher des produits locaux et se mettre aussi dans l'ambiance de Noël. Il y a déjà un folklore d'arriver dans une ferme, de voir les dindes. Moi, je les prends depuis des années ici. Et je trouve que le personnel, l'ambiance du magasin, tout est super. Eh ben, on trouve par exemple des poulets qui sont très bons et la qualité. Et puis le choix de magret de canard. Quel sera votre menu de Noël? Il vous reste encore quelques jours pour préparer votre sélection. Mais n'attendez pas pour réserver vos produits chez un producteur de la Loire. Peluches, livres ou encore jeux de société, Mo vient déposer au café Le Coin de la Roue des jouets restés trop longtemps au fond du placard. Ici, on remet les objets dont on ne veut plus, au profit de ceux qui n'ont pas les moyens.
Une initiative portée par l'association chambérienne Savoir Récup. Je suis venue déposer des jouets parce que j'ai une fille de 10 ans qui a énormément de jouets qui ne servent pas beaucoup. Et je trouve ça vraiment super de leur redonner une seconde vie. Notre objectif, c'est ça, c'est de voir le sourire des enfants qui récupèrent des objets, surtout que certains, des fois, savent que leurs parents ne pourront pas les acheter ou n'auront pas cette envie. Et le fait qu'ils découvrent un peu ces cadeaux dans un endroit qui leur est dédié, et ben ça permet vraiment de favoriser ça, la rencontre entre les gens et l'échange des jouets, des choses vraiment agréables, quoi. Savoir Récup fait la promotion de la gratuité et de la récupération autour des objets du quotidien. Pour la 6e année consécutive, elle organise sa collecte de jouets en partenariat avec l'association La Mandragore, qui sensibilise et informe sur les alternatives solidaires en Savoie. Savoir Récup organise une collecte de jouets tous les ans, en fait, avant Noël. L'idée, c'est de pousser un peu les gens à faire le tri dans les chambres des enfants. Par exemple, les jouets des enfants qui ont grandi, qui n'utilisent plus. Et l'idée, c'est de les redonner plutôt que les jeter, ou plutôt que d'en racheter d'autres. Pour participer à la collecte, il suffit d'apporter des jeux et jouets le mardi de 11h30 à 14h et les mercredis ou vendredis de 17h à 19h. L'association peut aussi se déplacer à votre domicile pour venir récupérer vos objets. Je suis allé chez Madame Paul qui a elle aussi fait déjà une pré-collecte et qui nous a appelés, voilà, tout simplement. Et nous on vient en vélo récupérer tout ça. Le 21 décembre, une soirée est organisée au café associatif pour récupérer les jouets apportés depuis novembre. L'idée pour Savoir Récup est de créer un échange entre ceux qui récupèrent et ceux qui donnent. On met dans des bocaux comme ça on n'a pas de papier alu, ni de papier tout court. Voici Jean-Baptiste Bord et voici sa poubelle, un composteur pour déchets organiques. Jean-Baptiste habite à Saint-Julien-Chapteuil, en Haute-Loire. Il est traducteur passionné de faune sauvage, amoureux de la nature et forcément écolo engagé. Depuis 2 ans, Jean-Baptiste et sa compagne ont décidé ensemble de passer à la vitesse supérieure. Un pas de plus vers un monde responsable. Bref, devenir une famille zéro déchet. Alors, le zéro déchet, c'est un processus. C'est-à-dire qu'on ne va pas du jour au lendemain arriver au déchet zéro. C'est pas possible. Même nous, ça fait quelques années maintenant qu'on s'y met et on sent bien qu'on a une marge de progression. Concrètement, le zéro déchet, c'est une nouvelle vie sans trop de contraintes, mais avec une bonne organisation de départ. Fini les packagings de grande surface, bonjour sac en tissu réutilisable, bocaux en verre et marché de producteurs pour un service en vrac. Vous avez une dizaine de sacs en tissu, avec ça vous achetez tous les produits dont vous avez besoin et vous vous rendez compte que vous n'avez plus d'emballage dans votre poubelle. Donc c'est presque magique en fait, et on se dit mais pourquoi on ne faisait pas ça avant ? Avec 4 ados à la maison, on pourrait croire que Jean-Baptiste aime souffrir. Mais les jeunes suivent à leur rythme la démarche et sont même demandeurs de produits de beauté écolo et sans emballage, comme le savon de Marseille et le dentifrice fait maison. Pour le reste du village, Jean-Baptiste a installé une exposition zéro déchet en bas de chez lui. Ses propres dessins illustrent la vie d'une petite mamie qui reprend les réflexes zéro déchet. On parle avec beaucoup de gens. À travers cette exposition qu'on a fait en bas, les interventions à l'école, les gens qu'on rencontre, les amis, la famille, tout ça. Et personne n'a l'impression de consommer trop. Tous nous disent « Ah mais moi ça va, je fais le tri. Je fais le tri sélectif. » Mais le tri sélectif, c'est une goutte d'eau. Et encore, le tri, c'est polluant, c'est gourmand en ressources. L'idéal, c'est vraiment de ne pas produire de déchets. Chaque année, un Français jette plus de 300 kilos de déchets. Peut-être pas vous, c'est sûr. Pourtant, vous recevez déjà 35 kilos de pubs dans votre boîte aux lettres.